Bonjour à tous, je suis Adeline, femme, entrepreneur et passionnée par la santé et le bien-être féminin. Ma philosophie, le savoir, c'est le pouvoir. Et quoi de plus puissant que de connaître son propre corps, comprendre son fonctionnement et maîtriser les réflexes préventifs à adopter pour véritablement prendre le contrôle de sa santé et de son bien-être en tant que femme. C'est au travers de discussions franches avec d'autres femmes, amies, proches ou encore collègues, mais également avec des professionnels de santé que j'ai pensé pourquoi ne pas partager ces situations, ces découvertes et autres pépites de la vraie vie avec vous toutes et tous. Bienvenue sur Naviguer sa féminité, le podcast où nous allons partager connaissances, informations et expériences pour que nous puissions toutes prendre le contrôle de notre santé et de notre bien-être tout au long de nos vies de femmes. Alors, c'est parti! Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui s'est récemment retrouvé au cœur de discussions politiques. La fertilité et notamment sa préservation. On le sait, la moyenne d'âge du premier enfant, actuellement de 31 ans chez les femmes, est en constant recul en France. Et ce, malgré le déclin de la fertilité générale des femmes, qui débute à partir de 30 ans et s'accélère passé 35. Une option aujourd'hui plébiscitée par de nombreuses femmes pour préserver leur fertilité et d'avoir recours à la congélation des ovocytes. La procédure consiste à prélever des ovocytes après une stimulation ovarienne ou non, avant de les congeler dans de l'azote liquide et de les stocker en vue d'une grossesse ultérieure. La loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert cette procédure à toutes les femmes, gratuitement et sans raison médicale. Désormais, toute femme âgée de 29 à 37 ans peut donc en faire la demande. Dans ce nouveau format d'épisode, dans lequel je vais échanger avec des femmes pour parler de leur expérience, je vous propose de découvrir le parcours de Dorothée. Dorothée s'est lancée dans la procédure pour congeler ses ovocytes en 2023. Elle nous partage son expérience, ses surprises, ses déceptions, mais aussi ses conseils qui, je l'espère, vous éclaireront sur cette procédure. Hello Dorothée! Salut Adeline! Je suis ravie de t'avoir sur ce podcast en tant que première invitée de Naviguer sa féminité. Et je suis trop contente, merci de l'invitation. Et j'en profite du coup pour remercier Tiff, si tu nous écoutes, puisque c'est une amie qu'on a en commun et qui nous a mis en contact et qui a relié du coup les frontières entre Paris et Berlin. Donc merci à toi si tu nous écoutes. Ça aurait été dommage de pas se rencontrer puisque on est dans des phases de vie assez similaires et on a des parcours aussi qui se rejoignent sous certains aspects. On a eu l'opportunité du coup de discuter déjà un petit peu toutes les deux hier sur un sujet qui va être au cœur de ce podcast et de cette discussion. Et ce sujet, c'est la préservation de la fertilité et notamment via la méthode de congélation des ovocytes, donc qui est tout à fait un parcours que tu as eu l'honneur de réaliser ces derniers mois. Et dans lequel je suis toujours. Et dans lequel parce que c'est pas fini. Parce que c'est pas fini, donc tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus. Et c'était un sujet moi qui me tenait à cœur de réaliser puisque je pense que c'est quelque chose que pas mal de femmes qui sont notamment dans notre tranche d'âge, donc jeune trentaine, ont en tête et qui soulèvent, je pense, pas mal d'interrogations, peut-être pas mal de craintes, peut-être aussi assez peu d'informations au final. Donc c'est pour ça que c'était hyper important pour moi de pouvoir partager ton expérience et d'aider d'autres femmes du coup qui sont peut-être aussi dans ce parcours et dans ce raisonnement à se lancer potentiellement. Ouais, je suis trop contente même de le faire parce que au-delà du fait qu'il y en a qui connaissent le parcours et qui ont des interrogations, moi j'ai été étonnée quand j'ai commencé à en parler de ce que je vivais, qu'il y avait plein de femmes qui étaient pas au courant. Ouais. Que en fait il y a eu peu de communication sur le sujet pour les femmes célibataires ou en tout cas moi du coup je suis pas célibataire mais en âge d'avoir recours à cette procédure et qu'en fait elles savaient pas que ça existait ou alors elles avaient très peu d'informations et des informations nébuleuses et du coup parfois qui faisaient un peu peur. Ouais, tout à fait. Alors du coup, ce que je te propose avant qu'on démarre et qu'on se mette à fond sur le cœur du sujet, c'est de nous parler un petit peu de toi, nous dire qui tu es et de nous dire ce qui t'a amené à envisager cette procédure de congélation de tes ovocytes. Carrément. Donc moi c'est Dorothée, j'ai 33 ans, je vais sur mes 34 là cette année.
Et donc moi j'ai démarré la procédure il y a 1 an et demi, et le contexte dans lequel moi j'ai été salariée pendant 7 ans. Je fais du gross marketing, donc du marketing de la croissance. Il y a 2 ans et demi, j'ai eu une rupture co avec mon ancienne boîte, et 1 an après j'ai essayé de monter ma boîte. Donc aujourd'hui je suis entrepreneuse, j'ai une agence et un centre de formation en marketing, en gros pour aider les entrepreneurs et les dirigeants ou les responsables marketing à améliorer leur stratégie marketing digitale. Si je résume, c'est à peu près ça. Et moi, il y a encore 1 an et demi, j'étais célibataire, donc à 31 ans. Forcément, je me posais la question, je sais que j'avais envie de devenir maman. Donc, je me posais un peu la question de, bon, ok, 31 ans, j'ai pas de longue relation qui avait marché au point de me dire, je suis avec quelqu'un avec qui j'ai envie de faire des enfants. Ouais. Alors que je savais, moi, depuis très longtemps que je voulais devenir maman, que c'était un truc dans mon parcours. Moi, j'ai toujours su que je serais pas maman tôt, parce que j'ai fait une école de commerce avec l'ambition d'avoir une grosse carrière, en tout cas que ce soit dans le corporate, monter une entreprise. Enfin voilà, j'avais envie d'avoir un métier dans lequel je gagne bien ma vie, et je savais que la maternité et le fait de devenir maman est quelque chose qui ralentit, en tout cas dans le contexte actuel, qui ralentit la carrière. Donc moi c'était un truc de me dire, je fais d'abord ma vie pro et ensuite je ferai ma vie perso. Sauf qu'à 31 ans, l'horloge biologique rattrape, c'est-à-dire que le tic-tac a démarré. Voilà, moi avant 30 ans, j'étais pas du tout concernée par ces problèmes-là. À savoir que moi j'ai une maman biologiste et qui du coup elle constate au quotidien les problèmes de fertilité et particulièrement notre génération. Elle voit beaucoup de femmes passer qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Les stats sont réels, on a plus de soucis aujourd'hui pour avoir des enfants qu'on en avait il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Les hommes ont perdu en fertilité, les femmes ont perdu en fertilité. On fait des enfants plus tard, donc notre fertilité à 35 ans, elle est moins bonne qu'à 25. Ça, c'est une réalité. Donc moi, ma maman, depuis que j'ai 26 ans, elle me voit pas avoir de relations sérieuses, elle me dit, congèle tes ovocytes. Et jusqu'à la loi bioéthique de 2021, il fallait aller en Belgique, aller en Espagne, et moi j'étais dans ma tête, non mais maman, on va pas dépenser 6 000 balles pour que j'aille congeler mes ovocytes, je suis jeune, ça va, je vais trouver quelqu'un, enfin vraiment. Parce qu'au-delà de la complexité effectivement de pas pouvoir le faire en France, puisqu'il fallait avoir une raison médicale justifiable pour pouvoir le réaliser, c'était le coût aussi. Oui, ça coûtait une blinde. Le seul moyen en France à l'époque de pouvoir le faire gratuitement, c'était de faire un don d'ovocytes. Donc c'était de dire, je fais une stimulation, je donne jusqu'à 15 ovocytes, et ce que j'ai au-delà, la France me permet de les congeler gratuitement. Ça, c'était la réalité avant la loi bioéthique. Et moi, à l'époque, je me disais, donner mes ovocytes avant d'avoir eu mes propres enfants, psychologiquement, moi, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est une autre question, on en parlera après, justement, de l'après, une fois que tu les as congelés, ce que tu peux en faire. Mais en tout cas, à l'époque, c'était pas possible. Par contre, j'arrive à 31 ans et je me dis, bon, maintenant, c'est gratuit en France, le process est facilité. Comme j'étais dans des cercles déjà féministes, moi, c'est un sujet que j'ai saisi dès le début. Enfin, j'ai suivi le passage de cette loi. C'était une loi qui changeait beaucoup de choses aussi pour les couples lesbiens. Et j'ai dans mon entourage très proche, notamment plusieurs femmes qui étaient concernées. Plusieurs couples de femmes, donc pour qui ça changeait vraiment la donne, quoi. Donc moi, c'est un truc que j'ai vachement suivi, et à partir du moment où il y a eu la loi, je me suis dit, quand même, maintenant, c'est gratuit. Ben, peut-être que, en fait, ta mère avait pas tort, et j'ai très bien dépensé Dorothée. Donc maman, si tu m'écoutes, oui, tu avais raison. Et du coup, il y a eu ce déclencheur de la loi qui a un peu provoqué le sujet. Et l'autre sujet déclencheur, c'était que j'ai eu des copines qui l'ont fait, qui elles, dès le lancement de la loi, se sont mises dedans. Du coup, j'ai eu une première copine qui a été un peu fer de lance et qui nous a tout raconté et qui l'a bien vécu. Pour elle, ça s'est très bien passé. Donc, il y avait un truc très rassurant de, effectivement, let's go. Et en fait, la première étape de ce truc, c'est d'aller de voir sa gynéco et de lui dire, j'ai envie de me lancer dans cette procédure et de récolter les conseils auprès de sa gynécologue. À quel moment du coup est-ce que tu t'es passé de la réflexion de te dire ok, c'est facilité maintenant avec la nouvelle loi, etc. à là j'y vais, je démarre le process? Moi j'ai un stérilet, donc du coup je vais chez ma gynéco tous les 1 an et demi pour checker. Donc, moi je suis quelqu'un qui va assez facilement chez le médecin, pareil, je pense que je viens d'une famille médicale, donc de toute façon je suis formatée. Et du coup t'as été éduquée. Ouais, exactement. Et moi du coup le gynéco, effectivement ça fait 10 ans que j'ai un stérilet.
parce que c'était la méthode de contraception qui me convenait. Mais du coup, un stérilet, ça se fait checker. Donc moi, tous les 1 an et demi, je prends rendez-vous chez ma gynéco juste pour vérifier que le stérilet est bien en place et puis qu'il y a aucun autre problème. Donc tous ces trucs-là, globalement, si vous allez pas chez le gynéco, allez chez votre gynéco tous les 1 an et demi. Ce sont en général des personnes formidables. Le premier réflexe, ça a été à partir du moment où la loi est passée, j'y ai pensé. Je pense qu'il s'est passé 1 an où est-ce que je me dise non mais en fait j'y vais. Et du coup la loi est passée en août 2021. En mars 2023 j'avais pris rendez-vous avec ma gynéco. Et du coup je me suis dit à ce rendez-vous-là je lui en parle. Donc t'avais pas encore pris ta décision à 100%, mais non. Tu t'es dit là c'est le bon timing, je vais l'aborder et je vois ce qu'elle me conseille. Et je vois comment ça se passe. Et je suis arrivée chez ma gynéco, ça faisait 1 mois et demi que j'avais rencontré mon compagnon actuel avec qui je suis aujourd'hui, avec qui tout va très bien pour le coup. Et du coup, je me suis dit, peu importe, compagnon pas compagnon, je lui en parle. Et elle a eu un discours très clair, elle m'a dit, de toute façon, il y a de l'attente. Pour tout le process, c'est long. Aujourd'hui, c'est pas tu décides de le faire, t'as un rendez-vous dans 2 semaines. C'est non. Aujourd'hui, tu le fais. Si t'as les bonnes connexions, t'arrives à avoir un rendez-vous dans 6 mois. Si ta gynéco est capable de t'indiquer le bon institut, le bon hôpital qui à ce moment a moins de liste d'attente. Sinon, tu peux avoir 1 an. J'ai une copine, elle a 1 an et demi d'attente. Mais ça c'est intéressant ce que tu dis justement, parce que il y a aussi du coup des personnes dans mon entourage qui sont soit déjà en parcours, soit qui sont dans la phase de réflexion, on va dire. Et il y a pas mal de femmes aujourd'hui qui sont aussi pas mal un peu rebutées par les délais d'attente. Et parfois, on se parle même de 2 ans. Mais du coup, mettez-vous dans les listes d'attente. En fait, en vrai, justement, si vous avez ne serait-ce que le doute, moi, mon premier conseil, c'est de dire, en fait, mettez-vous dans les listes d'attente parce qu'à tout moment, vous avez le droit de vous désister. Dans le process. En tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a répété tout le long. Et, on en parlera plus tard. Moi, j'ai eu un événement personnel un peu compliqué au moment de la procédure. Et c'est-à-dire qu'au moment où je commençais la procédure, les piqûres, alors que tout était booké, j'avais déjà les médicaments et le machin, ce truc-là, toutes les gynécos et tous les sages-femmes, tous les gens que j'ai vus moi dans l'institut qui m'a suivi m'ont dit si pour toi c'est trop compliqué émotionnellement en ce moment parce que j'ai malheureusement vécu un décès pile au moment de la procédure, qui était un décès d'une personne très très proche de moi, donc j'étais dans un bouillon émotionnel, donc rajouter les hormones par-dessus, c'était un vrai défi. Ils m'ont dit t'as le droit de te décider jusqu'au jour J. Si le jour J t'arrives à l'hôpital et tu dis en fait je le sens pas alors que t'as fait la stimulation, tu peux annuler. Et donc du coup, en fait à partir du moment où vous vous dites peut-être que, mettez-vous dans le process, il y a rien qui vous y engage d'aller jusqu'au bout. De toute façon, ça vous fera gagner du temps. Et ça c'est hyper important aussi en général, du coup selon les connexions de votre gynéco, vous arrivez parfois à avoir des shortlists. Moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est que ma gynéco avait une connexion dans un bon institut qui avait peu de listes d'attente à ce moment-là. Moi j'ai eu que 6 mois d'attente pour mon premier rendez-vous de la préservation. Ce qui est très court. Ce qui est très très court. Ce qui est même pas, parce que je lui ai exprimé en avril et mon premier rendez-vous était en septembre. Donc je crois qu'il y a même pas 6 mois entre les deux. Il y a peut-être 4 mois et demi, 5 mois. Mais j'ai eu du bol. Et là, j'en ai reparlé à ma gynéco de l'institut qui me suit en ce moment et qui m'a donné d'autres méthodes de dire, si votre gynéco à vous, elle vous donne que des trucs à 2 ans d'attente, vous pouvez aller voir avec d'autres gynécos en ville, parce que parfois, il y a des gynécos en ville qui sont affiliés à certains hôpitaux ou instituts et qui arrivent de par leur cabinet à vous faire passer en avance sur les sujets. Et en plus, en gros, ce premier rendez-vous, il est fait pour mesurer, en gros, le nombre de follicules qu'on a, un peu notre fertilité. Ils vont faire une prise de sang qui va mesurer ce qui s'appelle le taux d'AMH, c'est les hormones antimullériennes. C'est des hormones qui indiquent un peu un niveau de fertilité. J'ai pas un background médical, donc je pourrais pas dire exactement ce que c'est, mais en gros, ce taux-là vous indique un peu le niveau de réserve ovocytaire que vous avez, plus il y a un comptage ovarien. Donc ça, c'est une écho par sonde où en fait, du coup, un radiologue va aller voir et compter dans chacun de vos ovaires combien il y a de follicules. Les follicules, c'est le nombre de petits paquets d'ovules disponibles à chaque cycle, en gros. Et si vous êtes très fertile, vous en avez beaucoup. Si vous êtes moins fertile, vous en avez moins. Et si jamais ces taux-là sont mauvais, parfois ils peuvent accélérer aussi la procédure. D'accord, pour te faire passer plus rapidement. Voilà. D'accord. Et l'autre chose qui fait accélérer, c'est votre âge. Si vous avez déjà 35-36, vous allez probablement être mis plus haut dans les listes d'attente que quelqu'un qui, comme moi, quand j'ai démarré, on avait que 31, donc j'avais 6 ans devant moi, 7 ans. Mais le conseil, c'est que si on vous donne 2 ans d'attente, demandez autour de vous s'il n'y a pas des gens qui ont des contacts chez des gynécos. Moi, ma gynéco m'en a donné un et que j'ai communiqué à toutes mes copines derrière en disant les filles,
Si jamais vous connaissez quelqu'un autour de vous, moi, ma gynéco m'a donné le nom d'une autre gynéco qui a que 6 mois d'attente parce qu'elle est en cabinet en ville, etc. Enfin, il y a des moyens qui existent, quoi. Ouais. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est pas forcément connu ou c'est pas forcément conseillé par ton gynéco de base de dire, peut-être prendre des rendez-vous chez d'autres collaborateurs pour essayer de voir si eux ont pas justement des petits filons ou des contacts avec d'autres instituts qui eux ont des listes d'attente moins courtes. Exactement. Et est-ce que tu peux nous parler du coup de la procédure, des différentes étapes, comment est-ce que ça a démarré, on va dire, avec... Donc là, tu nous parlais des premiers examens que tu as dû faire pour faire l'évaluation de ta fertilité. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Quelles ont été les grandes étapes? Et surtout, comment est-ce que tu les as vécues? Ouais. Donc j'ai eu ce premier rendez-vous avec ma gynéco, j'ai envie. Du coup, elle m'a fait une prescription pour la fameuse écho dont je parlais, plus la prise de sang. Ouais. Et donc ça, faut les faire avant le premier rendez-vous en institut, qui du coup vous est donné, vous prenez rendez-vous selon l'institut. Donc moi j'arrive au rendez-vous avec ma gynéco à ce moment-là. Et là c'est le premier rendez-vous. Du coup ils vont mesurer la fertilité. Il se trouvait que moi donc à l'époque je venais d'avoir 33 ans. Et il faut savoir que moi je suis tombée enceinte à 23 ans sous pilule. Donc j'ai avorté déjà une fois. Et j'ai vécu une fausse couche sous césarienne. Stérilet. À 29 ans. Donc moi je m'inquiétais pas du tout de ma fertilité, mais quand j'ai fait les examens, on s'est rendu compte qu'en fait ma fertilité était pas dingue. Alors c'est pas parce qu'on a en tout cas que j'avais peu de réserve ovocytaire. Après, il y a ce qui ça est toujours un petit peu, c'est toujours à mettre, on va dire, entre parenthèses, parce qu'il y a des discours aussi de la part des gynécologues qui disent que c'est assez compliqué de juger du niveau de fertilité d'une femme juste en se basant sur sa réserve ovocytaire. Donc, effectivement, tu peux avoir un résultat qui est plus bas. Donc, en fait, c'est une moyenne par rapport à ton âge. On calcule une moyenne versus ton âge. Soit t'es en dessous, soit t'es au-dessus, soit t'es à la moyenne. Et c'est de là qu'on t'indique si t'es plutôt a priori moins fertile ou plus fertile. Sauf que c'est vraiment ça évalue juste la partie quantitative. Exactement. Et pas forcément la partie qualitative. Moi elle m'a beaucoup rassurée parce que c'est vrai que du coup quand j'ai eu le taux mes examens plus le premier radiologue, c'était assez affolant parce que du coup tu vois sur le papier écrit que c'est pas ouf. Et du coup la gynéco m'a dit ça ne préjuge en rien de la qualité des ovocytes. Donc tu peux en avoir finalement pas beaucoup, ce qui est mon cas ou peut-être le tien. Par contre, la qualité peut être très bien et donc ça peut aussi vouloir dire que le jour où tu décides, en fait, tu tombes enceinte dès le premier mois. Exactement. Ouais. Mais par contre, ce qu'elle m'a bien expliqué, c'est qu'a priori, ça veut dire que j'aurais pas une ménopause non plus à 55 ans. Et donc t'as ce premier rendez-vous et là, moi c'est le rendez-vous où elle m'a expliqué toute la procédure. Donc ce premier rendez-vous, il sert un peu à confirmer, de dire ok, je vous explique comment ça va se passer. Est-ce que vous voulez vous lancer dedans? C'était un rendez-vous pour moi qui a duré peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure, avec une gynéco qui était en mode je vous donne toutes les infos, s'il y a des questions, c'est le moment, etc. Moi, je suis tombée sur une gynéco avec qui je me suis hyper bien entendue, qui était très, en plus bienveillante pose toutes les questions que t'as, quoi. Il y a pas de mauvaises questions, il y a pas de questions bêtes, donc c'était très rassurant. Et donc, en tout cas, la façon dont la procédure se déroule diffère un peu des instituts. Donc, moi, je vais parler de mon expérience, j'ai fait à l'Institut Montsouris, où j'ai eu beaucoup de rendez-vous. Je sais que j'ai des copines qui l'ont eu dans d'autres, elles ont eu un peu moins de rendez-vous que moi, mais c'est globalement la même chose. Donc l'idée c'est que une fois que tu dis oui, en gros on va dire ok, on va essayer de calculer du coup quand est-ce qu'on peut faire la ponction. Donc à ce premier rendez-vous, on va te donner une date explicative de dire il y a des chances que cette ponction pour toi, du coup au vu des places qu'on a dans l'institut et du protocole qu'on va devoir mettre en place, on puisse la faire à telle date. Moi du coup il y avait 6 mois entre ce rendez-vous du coup et la date de la ponction. Donc en gros, on m'a dit on regarde tes cycles, est-ce que tes cycles sont réguliers ou non. Moi je suis sans pilule, mais par contre mes cycles sont réguliers depuis 10 ans. Donc on a été capable de dire il y a des chances que la ponction soit la première semaine de mars, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, dès le premier calcul était le bon. Et donc on m'a dit donc on va te refaire faire des examens pour 3 mois avant avant la date de ponction, dans lequel ton premier examen c'est en gros on vérifie VIH, on te refait un examen sanguin, etc., voir s'il y a des choses qui ont bougé. Ensuite, pour préparer la ponction, j'ai eu rendez-vous avec un anesthésiste.
parce que du coup pendant la ponction tu vas être sous anesthésie locale ou générale. Moi dans mon institut ils recommandaient le général. Je connais plein d'autres copines, enfin du coup plusieurs autres copines qui l'ont fait, ont recommandé le local. Ça dépend de ce que vous voulez et de un peu l'habitude, j'ai envie de dire, du centre dans lequel vous le faites. Donc il y a un rendez-vous avec un anesthésiste, il y a plusieurs rendez-vous du coup de contrôle d'écho, et donc après il y a le démarrage de la procédure. Pour moi la procédure ça a été 1 mois à me remettre sous pilule. D'accord. Parce que ils ont besoin de contrôler vraiment le moment où on va ovuler, et donc pour eux c'est un moyen. Donc quand vous n'êtes pas sous pilule, il y a des chances qu'ils vous remettent sous pilule ou sous hormone qui contient de la progestérone, donc qui est l'hormone de la grossesse. Donc moi il y a eu 1 mois. Le truc qui a pas été très cool pour moi sur ce mois-là, c'est que donc ça a commencé le 19 janvier. J'avais une pilule à prendre pendant 5 semaines et j'ai fait 5 semaines de règles. Mon corps a mal réagi à la pilule. Chiant, parce que c'est pas agréable de porter des culottes de réglage 24. 5 semaines c'est long, hein. Déjà 5 jours parfois c'est épuisant. Très long. Et en plus, comme moi j'avais plus le corps sous hormones, j'ai retrouvé des sensations, j'avais arrêté les hormones et j'étais contente. Et moi j'ai retrouvé des sensations que j'aimais pas. J'ai trouvé que j'avais un tempérament du coup moins joyeux, une flatitude d'émotions, de sentiments, enfin... j'ai trouvé que je faisais de la rétention d'eau, enfin vraiment j'ai moyen kiffé cette période sous pilule. Et une fois que la pilule s'arrête, après j'avais un protocole hyper clair, on m'avait fourni une fiche avec vraiment toutes les étapes, avec une ordonnance des médicaments qu'il fallait que j'aille récupérer. Et donc moi je vais raconter mon protocole, mais il s'adapte à chaque personne. D'accord. Donc moi j'ai eu le droit à... En fonction du bilan hormonal que t'as fait... En fonction du bilan hormonal. Moi, j'ai eu le droit à 12 jours de stimulation ovarienne. Donc la stimulation, elle se passe, en gros, on te file, dans l'ordonnance, on te dit, il va falloir te faire des piqûres pendant 12 jours, tous les soirs. Donc t'as une première piqûre tous les soirs à la même heure pendant 12 jours. D'accord. Là, tu peux choisir de te piquer toi-même ou de faire appel à une infirmière à domicile. Ça aussi, c'est pris en charge par la Sécu. Parce que ce qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, tout est pris en charge. Tout le processus. Vraiment, moi, ça me m'a... Enfin, si, j'ai payé parfois j'ai dû avancer des 10 euros par-ci, 10 euros par-là, mais franchement, j'ai dû avancer 40 balles en tout, quoi. Donc, on parle pas d'un montant... Raisonnable. Voilà. Exorbitant. Et en plus, je suis remboursée par ma mutuelle, personnellement. Donc, d'accord. All good. Et du coup, donc j'ai eu 12 jours de stimulation, donc tous les soirs, piqûres. Moi, j'ai une famille de biologistes. Ma maman m'a souvent fait des prises de sang, etc. J'ai pas peur des aiguilles. Donc moi, je me suis piquée toute seule. La plupart des autres copines qui l'ont fait m'ont dit qu'elles ont fait appel à une aide à domicile, une infirmière à domicile, les 2-3 premiers jours pour vraiment comprendre. Comment le faire, etc. Peut-être même lui demander de te montrer les gestes, comment les réaliser toi-même. Et après, ça le fait. Faut juste pas avoir peur des aiguilles, parce qu'effectivement, là, on dit aussi souvent que ton compagnon peut le faire. Moi, j'étais plus à l'aise de le faire moi-même, plutôt que ce soit mon mec qui me le fasse, mais je pense que ça, c'est libre à chacun. Et donc t'as 12 jours de stimulation. Donc là, on te prévient que tu vas avoir des fluctuations d'hormones, etc. On en avait parlé hier. Moi, j'ai pas eu tant que ça, je trouve, de mood swing. Par contre, rétention d'eau à balles. Genre moi, j'ai gonflé comme un ballon de baudruche. Vraiment l'enfer. Je ne fermais pas les jeans et tout. Et usine à gaz, l'enfer. Vraiment, je le dis, transité intestinale complètement déréglée. Je pétais non-stop, la catastrophe. Et ça, on en a discuté. Et c'est assez rigolo puisque j'ai aussi quelques amis qui sont en début de grossesse et qui m'ont fait exactement le même descriptif désagréable du début de la grossesse dont on ne parle pas forcément beaucoup. Non, faut le savoir. Franchement, c'est lié aux hormones. C'est lié aux hormones. Enfin, franchement, y a rien de... Donc, t'as 12 jours de stimulation. Donc, tu commences et au bout ça dépend de chaque processus. Pour moi, c'était au bout de 7 jours. Je commençais une deuxième piqûre le soir. Que la première, je la faisais dans le ventre, la deuxième, je la faisais dans la cuisse. D'accord. Mais au même moment. En gros, t'avais une deuxième piqûre, mais à faire au même moment le soir. Et le deuxième, c'est un bloqueur d'ovulation. En fait, le deuxième bloque pour que justement, toutes les follicules qui sont en train de... Restent stockées. Parce qu'en fait, ce à quoi sert la stimulation, c'est que du coup, tes ovaires produisent les follicules qui abritent les ovules. Et en fait, le but, c'est de réussir en un cycle. le maximum possible. Voilà. En un cycle moyen, une femme, normalement, de 34-35 ans, selon les stats que j'avais, on produit entre 12 et 15 ovocytes par cycle. Follicules. Follicules, Et moi, dans mon cas, vu que j'étais
pas très fertile, j'en produisais plutôt entre 5 et 10, ce qui est peu au vu de l'âge que j'avais. Ok. C'était pas la catastrophe, mais en dessous de la moyenne. Voilà, c'était en dessous de la moyenne. Donc en fait, vraiment la stimulation, la piqûre de stimulation, elle sert à faire que ton corps se dise ok, go, j'en produis plein. Ouais. Par contre, il faut pas qu'elle sorte, parce que si elle sorte, elle sorte, il y en a une seule qui sort, à chaque cycle t'en as qu'une seule, et les autres se mettent à périr. Ouais. Donc en fait, faut bloquer l'ovulation pour que tout se conserve et qu'ils puissent aller les chercher. D'accord. Et à partir du moment où tu commences la fameuse piqûre du coup de bloqueur, là tous les 2 jours, moi j'avais rendez-vous le matin à l'institut pour aller du coup checker comment ma réserve ovarienne évoluait. Enfin du coup comment sur ce cycle, combien j'en avais, et donc tous les 2 jours j'avais un comptage. D'accord. Et donc on comptait le nombre d'ovocytes et on les mesurait, enfin la gynéco mesurait, c'est pas une gynéco, c'était une sage-femme, mesurait à l'écran. Ok, elle fait tant de millimètres. Ouais. Parce que du coup on considère la maturité de ton ovocyte selon le nombre de la taille qu'elle fait, du nombre de millimètres. Et donc, du coup, on te les compte, et donc, elles te font les comptes à chaque fois, tous les 2 jours, de ok, pour l'instant, t'en as 12 et t'en as 6 qui sont matures, etc. Ok. Et c'est ces comptages qui permettent de dire sur la fameuse semaine qu'on a estimée de ponction, quand est-ce que va être ta ponction exacte? Est-ce que ça va être le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi? Et alors attends, question, parce que tu disais tous les 2 jours. Ouais. Et ça a été pendant combien de temps? Pour moi, la ponction? Pour moi, ça a été pendant une grosse semaine. J'ai dû y aller 4 fois. D'accord. Ouais, c'est assez contraignant. Faut quand même que... Voilà. Après, moi, comme j'avais des ovaires basses et la stimulation a bien marché, mais a pas non plus explosé, ils m'ont poussé vraiment au bout du process pour se dire, on veut faire en sorte. Moi, du coup, ma première écho de contrôle, donc après la fameuse première piqûre de bloqueur, j'ai eu une écho, j'en ai eu que 3, parce que j'ai eu vendredi, lundi, mercredi, et mercredi on m'a dit go, c'est ce soir que tu fais la piqûre, donc t'as la dernière piqûre qui est la piqûre de déclenchement. D'accord. Et là le déclenchement provoque une fenêtre de 35 heures pour aller du coup au bout de 35 heures pour faire aller le prélèvement, prélever tes ovocytes. Donc en gros moi on m'a dit le mercredi, ce sera probablement vendredi. Ok. Mais c'est à dire que le vendredi, une semaine avant, ils étaient pas capables de me dire sur la semaine quand est-ce que ce serait. Il a fallu attendre. Le lundi, ils m'ont dit, il y a des chances que ce soit vendredi, mais on attend l'écho de mercredi, et ils m'ont dit mercredi, soit on me dit c'est vendredi, soit on me dit c'est la semaine d'après. Ouais. Donc au final, c'est quand même hyper timé. C'est ultra timé. Et il y a un besoin de flexibilité, parce que tu sais pas, en fonction de comment les choses vont se passer dans ton corps, exactement à quel moment, au final, tu vas avoir ta ponction et... Ouais. Après, ils disent quand même que, la semaine qui donne pour le coup de timing, de dire ta ponction sera cette semaine-là, elle est assez timée. Ouais. Mais par contre, sur la semaine, il faut que tu sois hyper flexible. Ok. Mais du coup, moi, ils m'ont dit le mercredi, ok, go, ce soir, tu fais la dernière piqûre, qui est donc un 3e produit. Ouais. Pour lancer l'ovulation. Pour lancer l'ovulation. Et là, pour le coup, sur la dernière piqûre, autant l'autre, ils te disent, faut la faire le soir, à l'heure que tu veux. Idéalement, tu le fais tous les soirs à la même heure. Okay. Mais tu choisis. Si pour toi, c'est mieux 18h, 19h, 20h, 21h, c'est ok. Faut que ce soit le soir, mais ils disent que pour le reste, voilà, tu choisis. C'est flexible. Voilà. Ouais. Par contre, la dernière, c'est celle qui va provoquer l'ovulation. Et là, il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre, et c'est à l'heure près pour aller récolter tes follicules. Donc en fait, moi, quand j'ai eu le mercredi matin, ils m'ont dit dans la journée, on t'adresse un courrier pour te dire à quelle heure exactement tu dois faire la piqûre pour que, en te ponctionnant à 9h vendredi, on te met dans la liste d'attente pour passer à 9h, ce soit la bonne heure pour récolter tes ovocytes. Et ça, ils étaient en mode, si on te dit 21h, c'est pas 21h15, c'est pas 20h45. Ouais, genre c'est à la minute, quoi. Minute. Et là, tu parlais de ressenti. Moi, tout ça s'est bien passé. J'ai eu un super accompagnement dans l'institut. Par contre, il fallait que j'aille chercher les médicaments, etc. Et la pharmacie à laquelle je me suis adressée, elle s'est plantée de ouf j'ai dû y retourner 3 fois pour avoir les bonnes doses. Donc ils avaient pas les doses disponibles quand on avait besoin, en fait. Ils avaient pas non seulement ils avaient pas les doses disponibles parce qu'il fallait les commander, mais ça, on m'avait prévenu. On m'avait dit, tu vas à la pharmacie 48 heures avant, au minimum, pour être sûr qu'ils aient le temps, s'ils ont pas le produit, de le commander, etc. Ouais. Mais surtout, à 2 reprises, j'y vais, et ils avaient oublié des trucs dans ma prescription.
Ok, dans la commande en fait, ils n'avaient pas commandé du tout. Alors que c'était marqué noir sur blanc sur la feuille, j'avais pas le bon nombre d'ampoules, j'avais pas le bon nombre de produits, enfin vraiment. Et sauf que nous, quand c'est la première fois, il y a beaucoup de produits à prendre avec des dosages différents. Faut faire gaffe. J'imagine que déjà pour toi de t'y retrouver c'est compliqué, mais alors réussir à spotter que ton pharmacien a pas prévu les bons produits, les bons dosages, etc. J'imagine que c'est pas hyper simple. Non, et moi du coup, et c'est vrai qu'en plus j'avais pas eu le warning de l'institut en mode pensez vraiment bien à vérifier votre commande. J'ai fait confiance à mon pharmacien et il s'est quand même planté à 2 reprises. Chiant. Enfin vraiment dans un truc qui est un peu où on te met quand même la pression de te dire faut respecter les horaires, faut faire gaffe parce que si vous respectez pas les horaires et qu'on peut pas faire la ponction. Moi, c'est 5 semaines de règles que je me suis tapé pour rien avec ma pilule, 10 jours de piqûre, enfin t'es un peu là genre j'ai pas envie de foirer le bordel. Et c'est potentiellement en fait tout le succès de la procédure qui est en jeu. Parce Exactement. que surtout si on te dit ok la dernière c'est vraiment la plus importante, qui est hyper timée, qui est où faut pas se planter, et que là t'as un plantage dessus. Ce qui s'est passé pour moi. Chiant. Du coup, je devais faire ma piqûre à 21h. Je suis trop contente, j'arrive chez moi à 20h45, j'avais prévu le truc, je sors, et là je me rends compte que, comme c'était un nouveau dosage, j'avais pas la seringue adaptée. Et donc, il est 21h, on est à Paris, panique. Mon mec était pas là en plus, franchement, avec les hormones, j'avais envie de pleurer. J'étais en mode, si jamais, à cause de cette putain de pharmacie, je plante toute la procédure et que du coup ça va pas, mais j'étais paniquée. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé les pharmacies de garde, il y en avait une qui était à 1,5 km. Taxi, je suis arrivée à la pharmacie, j'ai demandé à se passer devant tout le monde. Et je suis tombée sur une super pharmacienne qui m'a dit pas de problème, on a le truc, et qui connaissait bien la procédure, parce qu'en fait ça a été le problème, c'est que la première, je pense pharmacie, ils étaient pas à l'aise avec la procédure. Pourtant je me dis que ça fait 3 ans quasiment qu'elle est sortie, j'étais un peu étonnée. 2 ans en tout cas à l'époque. Je me dis bon, du coup, je prends je prends la seringue, et elle m'avait dit est-ce que vous avez pris le produit, et oui, j'avais pris le produit. Et du coup, je me suis piquée dans l'arrière-boutique à l'arrache, mais bon, très sympa. Et du coup, j'ai écrit un mail au gynéco, parce que du coup, il y a 35 heures, donc pour qu'il vienne le lendemain matin, en disant j'ai eu 1 heure de retard sur le truc, est-ce que ça change mon ordre? Ils m'ont dit oui, on vous change d'ordre du coup dans la ponction. Et donc moi, le vendredi matin, je suis arrivée à l'institut, et là, en gros... Pour le coup, vraiment procédure de ok, on t'enregistre, on te met un bracelet d'hôpital, on te met une tenue entière. Et pareil, on t'explique plutôt bien. Pour le coup, j'ai été hyper bien accompagnée. J'ai trouvé que tout le monde m'expliquait bien ce qui allait se passer à l'étape suivante. Les infirmières t'amenaient d'une salle à l'autre. Enfin, je me suis à aucun moment... Tu t'es pas sentie perdue? Non, pas du tout. La médecin qui fait la ponction, pareil, m'a réexpliqué. Pour l'anesthésie, c'était là, ok, tu vas dormir un quart d'heure. J'avais eu un call avec le gynéco 2 mois avant. Donc, le gynéco, l'anesthésiste, donc... T'étais préparée, quoi. J'étais préparée. Pour le coup, t'arrives à 9h, et du coup, tu sors. Là, moi, c'était la première fois d'une anesthésie gros coltard. Genre vraiment, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on disait, après une anesthésie générale, faut que quelqu'un vienne vous chercher. Là, t'as compris. Là, tu ne peux pas rentrer chez toi toute seule. Vraiment, pas possible. Ouais, parce que c'est une énorme fatigue. Donc déjà, faut se réveiller de l'anesthésie. Et pendant au moins à minima 24 heures après, t'es dans le brouillard. Ah, t'es dans le brouillard. Et du coup, en fait, après, au bout d'une demi-heure, donc tu te réveilles, t'es en salle de réveil, etc. Et on te ramène en salle pour te rhabiller, et on te dit, la médecin va vous recevoir pour vous donner les résultats de la ponction. Et question, ça dure combien de temps, le prélèvement? Tu sais? Alors, 1 quart d'heure, 20 minutes. Ah ouais, donc c'est hyper rapide. C'est hyper rapide. Donc, que ce soit en anesthésie générale, du coup, c'est des taux très légers, et en local, etc. Moi, on m'a conseillé le général parce qu'on m'a dit, ça t'apporte plus de confort. Et effectivement, j'ai dormi toute l'après-midi après parce que j'étais shootée par l'anesthésie. J'avais prévu de bosser et tout, j'ai annulé mes calls clients. Enfin vraiment, la prochaine fois, je prends une journée entière. Ça te shoot, mais c'est 1 quart d'heure, 20 minutes. Et par contre, on m'avait dit, toutes celles qui ont fait l'anesthésie locale, on dit c'est quand même un peu bizarre parce que tu sens que il se passe un truc en bas. Donc c'est à voir si t'es à l'aise ou pas. Ouais, c'est plus, je pense, la problématique psychologique de stresser, de te dire il se passe un truc, mais en même temps je chante pas, mais en même temps je vois des outils, ça me fait peur, etc., etc. Donc je pense que l'anesthésie générale a ce confort de se dire que tu n'es pas là. Et puis moi j'ai eu aucune douleur après. Là où toutes mes copines qui ont fait du local m'ont dit qu'elles ont senti que ça travaillait un peu comme des douleurs de règles dans la journée d'accord. Donc, c'est vraiment une histoire de confort. Là-dessus, a priori, ça change rien au résultat. Et donc, à la fin, tu te réveilles et là, t'as
la gynéco la médecin qui vient te voir et qui te dit bah ok, on a réussi à en congeler à en prélever tant et à en congeler tant, mais il se trouve que malheureusement ils ont été déçus, j'avais déjà commencé à ovuler. D'accord. Donc malgré la fenêtre de 35 heures, l'horaire a pas convenu, il aurait fallu me prélever 1 heure plus tôt. Ok. Et ils ont réussi à choper globalement que la moitié de ce qu'ils espéraient prendre au vu de ce que j'avais. Donc ils espéraient en avoir une quinzaine. Ok. Sur les échos, sur les dernières échos indiquaient que j'aurais dû avoir une quinzaine d'ovocytes matures. Et ils ont réussi à en prélever que 9 et il y en avait que 6 matures. D'accord. Donc Ouais. un peu décevant. Ouais. Mais c'est le jeu. Enfin, il y a des gens, du coup, je l'ai beaucoup dit, moi j'en ai beaucoup parlé, donc j'ai récolté aussi pas mal de témoignages d'autres nanas. Et il y a autant des nanas qui en ont fait beaucoup et qui en ont fait 25, et sur les 25, sur les 27, il y en avait 25 de matures, autant j'ai eu, non, moi on en a prélevé 6 et il y en avait 4 matures. Ouais. Est-ce qu'il y a une espèce de tu vois, de minimum pour te dire, ça c'est un prélèvement dont on est content et... En gros, ils te disent que ce qu'ils veulent, c'est à terme, quand t'as en tout cas environ 30-35 ans, c'est de réussir à en congeler entre 10 et 15. D'accord, ok. Donc, et ils disent que t'as le droit à 3 tours. La procédure en France fait que t'as le droit à 3 tours pour recommencer, pour atteindre ce truc-là. Ok. Et du coup, moi, j'en ai eu que 6 de congelés. Donc, et moi, j'avais déjà prévu, comme j'avais une réserve basse à la base, la première gynéco, donc celle que j'ai vue en consultation, qui était un peu celle qui suivait tout le process, m'avait dit 2 mois avant, de toute façon je doute qu'on y arrive en une fois. D'accord. Comme j'ai de l'attente sur mes rendez-vous, avant même la ponction, tu reprends un rendez-vous avec moi 1 mois après la première ponction, comme ça on fait le bilan et surtout je suis capable de te remettre dans une deuxième procédure, dans une liste d'attente. Moi c'est ce que j'avais fait et donc 1 mois après j'ai revu la même gynéco. D'accord. Et là, qui m'a dit, ok, décevant, elle était déçue. En fait, c'est marrant, tout le corps médical était plus déçu que moi du nombre d'ovocytes congelés. En fait, moi, j'étais partie tellement défaitiste que 6, j'étais là, c'est déjà pas mal, non? 6 matures, c'est bien, quoi. Ouais, c'est un Et début. sur les matures, il y a ceux qui sont viables. En plus, il y a une question de viabilité après. Ok, qu'est-ce qui les caractérise en tant que viables? A priori, c'est une question d'ADN morcelé ou pas. J'ai pas tout compris sur la viabilité, mais en gros, t'as celles qui sont prélevées, sur les prélevées, t'as celles qui sont matures, et donc on peut congeler, et sur les matures, tu vas avoir des viables. Ok. Ou des pas viables. Et ça, c'est un courrier qui te le dit après, parce qu'a priori, il y a quand même un peu de manipulation à faire. Eux, ils ont besoin d'observer des trucs, quoi, ils peuvent pas le dire comme ça. Et moi, j'en avais 6 sur 6 pour le coup en viable. D'accord. Donc ça, c'est chouette. Donc, peut-être que tu n'as pas la quantité, mais tu as la qualité. Et on n'en sait rien, mais du coup deuxième, et moi là où j'ai de la chance, c'est que dans le process, normalement t'as à peu près de nouveau 6 mois d'attente dans mon institut pour avoir une deuxième ponction. D'accord. Moi là en ce moment, au vu de comment j'ai réagi à la première stimulation et ma gynéco a eu une annulation, du coup je passe en fast forward et je refais la prochaine en fait 2 mois après. Ok, super. J'aurai 2 mois et demi d'écart entre la première ponction et la deuxième, mais ce qui est rarissime. Ouais. La moyenne c'est plutôt 6 mois. Ouais. Et voilà un peu toute la procédure et comment je l'ai vécue, super bien accompagnée vraiment par toute l'équipe médicale. Moi j'ai trouvé pour le coup, j'ai eu que des gens hyper bienveillants qui m'ont beaucoup expliqué, j'avais des questions, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions donc il y avait aucun problème. J'ai pas eu peur à part les moments de flip à cause de la pharmacie. Qui j'imagine a dû être suffisamment stressant. Oui, surtout sur la là t'as 10 jours d'hormones dans la gueule, donc en plus t'es au max de en fait t'as fait un tel quoi. chemin que tu te dis là c'est pas sur cette dernière fenêtre que tout doit planter, tu vois. Moi j'ai trouvé ça un peu lourd, mais parce que je pense que j'ai eu aussi les 5 semaines de règles. En parlant avec d'autres nanas, elles ont pas forcément trouvé les moments de dureté sont pas les mêmes. J'ai des copines qui ont vécu ça hyper bien en mode contente que ce soit fait. Il y en a qui m'ont dit pour elles c'était l'après, elles ont eu du mal à se remettre de l'anesthésie générale et même elles ont trouvé qu'elles avaient beaucoup d'effets secondaires après la stimulation. Moi franchement non. J'ai peut-être pris 1 kilo. Vraiment le seul truc où je me dis ce qui de toute façon 1 kilo de plus, 1 kilo de moins dans mon cas je m'en fous. Mais voilà, les moments... Pas de gros impact. Et aussi, c'est vrai que ce qu'on m'a rapporté, moi, c'est aussi que ça joue quand même sur les humeurs, que ça joue un peu sur le bien-être général, etc. Et donc, et c'est vrai qu'en fait, d'une femme à l'autre, finalement, la manière dont tu vas vivre la procédure est pas du tout la même, parce qu'en fait, on a juste des corps différents et qui vont pas réagir de la même manière aux hormones, etc. Oui, et puis t'es pas dans le même état émotionnel. Moi, du coup, ce que je te disais, j'ai perdu une de mes meilleures amies, malheureusement, d'un accident assez tragique, très soudain et pas le truc prévu, au moment où j'étais dans la procédure. Donc, en plus, j'étais dans un espèce d'état d'esprit hyper chelou tu perds une des personnes que tu vois le plus au quotidien et qui compte le plus.
Et tu fais ce process en même temps et ouais, challenge supplémentaire, c'est sûr. Challenge supplémentaire. Heureusement, fondamentalement, que j'avais mon compagnon qui était là, qui a été d'un soutien, mais et dans la procédure et dans ce que j'ai vécu, incroyable. Je pense qu'il aurait pas été là, j'aurais dit, je crois que je suis pas capable de mener les deux en même temps. Ouais, parce que ça fait beaucoup à gérer en même temps. Ouais, plus ma boîte, plus mes machins, j'étais là genre, les gars, on va y aller mollo. Ça suffit. Un par un. Ça suffit. Un par un. Donc voilà. Et est-ce que tu sais, donc là, t'as fait ta première étape de la procédure, donc premier tour, donc résultat qui était plus décevant, mitigé, donc tu vas repartir sur un deuxième round, sur un deuxième tour. Question un petit peu plus, on va dire, logistique. Qu'est-ce qui se passe avec les oocytes congelés? Où est-ce qu'ils sont stockés? Est-ce que tu dois payer pour le stockage de ces ovocytes ou pas? Comment ça se passe? Alors moi, ce qu'on m'a expliqué, c'est que du coup, ils sont conservés à l'institut, dans un système de congélation, etc. Donc il y a un biologiste qui les regarde pour valider la congélation. Ok, c'est tout good. Et tous les ans, je dois payer 40 € de frais de conservation. D'accord. Ok. Pendant 15 ans max, je crois. J'ai un doute sur la durée max, pour être honnête, mais on m'a expliqué un truc, c'est au moins 15 ans. Donc et tous les ans tu dois fournir un papier en disant je veux conserver mes ovocytes. D'accord. Si tu ne signes pas ce papier, du coup tu rentres dans le cas de en fait ça veut dire que si tu donnes pas ton accord pour les conserver, ils doivent s'en débarrasser. Ok. Et si un jour tu dis en fait imaginons j'ai mes enfants finalement naturellement, tout va bien, ce que je peux faire de ces ovocytes après, c'est de dire soit je veux les donner à un couple qui a du mal à avoir des enfants, donc tu peux faire un don d'ovocytes, mais dans ces cas-là tu dois faire un background check médical complet, cancer machin en gros pour voir si ton ADN est ok. Ouais. Tu peux décider de les donner à la science. D'accord. Ou tu peux décider de les jeter. Et il y a le cas après où tu décides de les utiliser. Exactement. Et j'ai une question également par rapport à ça. Est-ce que, parce que t'en as parlé, c'est quand même une procédure qui n'est plus coûteuse d'un point de vue financier en tout cas, mais qui est quand même coûteuse d'un point de vue, d'un point de vue physique, investissement, ça prend du temps, tu passes par des hauts et des bas, potentiellement 5 semaines de règles, c'est une charge, exactement. Est-ce que t'as eu des informations de la part des médecins ou des gynécologues qui t'ont suivi sur en fait le pourcentage, potentiellement un pourcentage, je sais pas, mais de succès en utilisant, disons que la Dorothée dans 4 ans, elle a envie de se lancer, elle veut démarrer une grossesse, elle veut utiliser ses oocytes. Est-ce qu'il y a une espèce de garantie de oui, tu tomberas enceinte avec tes ovocytes congelés? Alors non, il n'y a pas le truc dit comme ça. Eux, ils s'engagent sur rien. Eux, ils disent en gros, c'est une bouée de sauvetage que tu te mets, c'est une assurance. Ouais. Mais en fait, ça veut pas dire que tu pourras quand même avoir des enfants. Parce que pour X ou X raison, après, peut-être que tu arriveras à recueillir aucun ovocyte viable. Même si les ovocytes sont viables, ils accrocheront peut-être pas, parce que derrière... Mais en gros, le but, c'est de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire la procédure, c'est de dire tu prends tes ovocytes à un moment où effectivement ils sont dans leur meilleure forme, idéalement. Et après, tu peux les conserver pendant un certain temps. Si jamais t'arrives pas à avoir tes enfants naturellement, du coup, tu peux du coup démarrer un process de FIV. Et là, si on te met en procédure de FIV, donc fécondation in vitro, on va d'abord te reprélever des ovocytes frais. D'accord. Donc que tu décides si tu le fais à 38, 39, 40, alors que t'as congelé tes ovocytes à 31. D'accord. Et j'imagine que cette procédure est plus ou moins la même que t'as déjà vécue. Exactement la même. Mais donc si tu fais la FIV, tu refais un prélèvement, on réessaye la FIV avec tes ovocytes frais. Ok. Donc c'est-à-dire là. Et si ça marche pas, alors on reprend les ovocytes que t'as congelés à l'époque. Donc c'est vraiment un backup, une bouée de sauvetage, une sécurité. Mais c'est vrai que, a priori, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, si effectivement tu fais la FIV à 40, 41 ans, ils sont obligés médicalement de te refaire la FIV à ce moment-là pour vérifier, etc. Ouais. Mais en fait, si t'as congelé tes ovocytes, ils font assez rapidement appel à tes ovocytes frais parce que même si elles ont été congelées pendant 10 ans, il y a quand même des chances qu'elles soient meilleures de meilleure qualité que celles. Donc ça dépend aussi du moment dans lequel tu décides de te lancer, quoi. Exactement. Mais c'est sûr que c'est un vrai sujet. Moi, ce que je trouve aujourd'hui, c'est que là, du coup, ça fait 1 mois et demi que j'en ai déjà congelé. Et en fait, il y a quand même une espèce de sérénité d'esprit de me dire, moi qui ai toujours voulu avoir des enfants, et qui sait que je veux avoir des enfants dans ma vie, que ce soit avec mon compagnon actuel, si on en a envie et que ça marche, et voilà, trop bien, ou toute seule, ou avec quelqu'un, j'en sais rien, parce que c'est trop tôt aujourd'hui pour le dire. Ouais.
Mais par contre, en fait, il y a un espèce de truc qui s'est installé en fait, j'ai fait tout le nécessaire pour me dire que je me donne toutes les chances d'avoir des enfants quand j'en aurai envie. Ouais. Et moi, franchement, j'ai l'impression de m'être acheté une sérénité d'esprit. Ouais, ça t'amène à un certain calme. Ouais. Franchement, il y a un truc il y avait une espèce d'angoisse que j'ai eue à 31-32 et que j'ai même eu pendant toute la procédure en mode faut quand même que ça marche, etc. Surtout quand, franchement, le coup de massue que moi j'ai pris quand on m'a dit vous êtes pas fertile, vous êtes pas des plus fertiles, alors que tu t'y attendais pas du tout. Je suis tombée enceinte sous pilule en fait. T'es là, genre, je ne vois même pas comment bon, c'était il y a 10 ans. Et du coup le facteur âge joue sûrement, mais tu te dis c'est fou quoi, genre. Et du coup, moi j'ai un peu pris un coup de massue sur la tête, et du coup là j'ai l'impression de me dire bon, maintenant j'ai tout fait. Et du coup avec mon mec ça me met moins la pression de là ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, c'est trop bien. Oui, j'ai envie d'avoir des enfants, oui, on commence tout doucement à en parler de temps en temps, en se disant peut-être, machin, on est dans une relation hyper saine, c'est trop bien, on se kiffe et tout. Mais on sait aussi que c'est pas pour tout de suite, je monte ma boîte, machin. Donc du coup, je suis plus sereine de me dire, mais c'est ok si on essaye dans 2-3 ans. Je pense que ça permet vraiment de s'enlever une espèce de pression, parce que autant les hommes ont pas le même niveau de charge que les femmes sur ce sujet-là, parce que quand t'es une femme, t'as l'horloge biologique, t'en parlais en début d'épisode. On sait, parce qu'il y a des statistiques, que la fertilité d'une femme chute à partir de 30 ans et drastiquement à partir de 35. Et c'est vrai que parfois à ces âges-là, t'es pas forcément psychologiquement ou à une période de ta vie où tu te dis que c'est le bon timing, que t'as envie d'y aller maintenant. Et pourtant, je pense que t'as pas mal de femmes qui se mettent la pression et qui parfois potentiellement se forcent entre guillemets à le faire un peu plus tôt que ce qu'elles auraient vraiment envie de faire, par peur qu'elles y arrivent pas en fait, passer les 35 ans à 37, à 38. Et c'est un vrai sujet, c'est une vraie pression sur les épaules des femmes pour le coup. Ouais, et puis je pense qu'il y a un sujet presque sociologique là-dessus, que nous les femmes, on est habitués à voir un gynéco parce qu'on prend la pilule à partir de nos 13, 15 ans, 17 ans, on voit un gynéco et a priori tous les 1 à 3 ans en moyenne. Alors il y a les nanas qui y vont jamais, qui disent moi j'ai pas eu mon gynéco depuis 7 ans, moi je suis en mode je sais pas comment tu fais, mais très bien. Mais c'est vrai que les mecs, ils voient pas d'andrologue. C'est l'équivalent d'ailleurs, il y a plein de gens qui connaissent pas ce mot, l'équivalent d'un gynéco pour les mecs, c'est un andrologue. Les mecs n'y vont pas. Et ce que je trouve dingue, c'est que dans toutes les procédures de FIV dans les couples, dans mes potes qui suivent, c'est que quand c'est un problème du côté de la femme, on le sait assez vite qu'il y a un problème au niveau de machin de la fertilité. Quand c'est les mecs, ils ne veulent pas en parler. Ils n'assument pas le fait de dire c'est mes petits spermatozoïdes qui sont pas très mobiles. Alors que pourtant les études montrent que c'est davantage, que l'infertilité s'accélère davantage chez les hommes que chez les femmes. Ouais, exactement. Qu'il y a un gros problème. Moi, ma maman qui est biologiste, elle le voit tous les jours. Et ça, elle m'en parle beaucoup. Je crois que le chiffre, mais c'est un vieux chiffre, mais c'est genre en 50 ans, les hommes ont perdu 10 fois, leur fertilité. C'est énorme. S'il y a des mecs, ou s'il y a des mecs qui écoutent ce podcast, ou des femmes, qui sont en couple avec ça, dites à vos mecs, ne mettez pas vos téléphones dans vos poches. Une des premières sources de... Ça, je répète au mien, mais ça marche pas. De baisse, moi aussi, hein. Mais, tu vois, je le dis, c'est le fait d'avoir les ondes près des testicules, etc. Ça marche moins bien. Il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a un vrai sujet. Et ça, c'est un sujet qui est encore, je pense qu'il y a un gros combat d'information là-dessus. Malheureusement, on associe encore beaucoup la fertilité à la féminité. Ouais. Mais, réarmement démographique, hein. Exactement. Ok, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant de clôturer, j'ai une dernière question. Ce que j'aurais aimé que tu me dises, c'est qu'est-ce que tu nous conseillerais ou qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui envisagent de recourir à cette méthode, du coup à la congélation des ovules, et peut-être qu'est-ce que tu ferais toi différemment dans ton parcours si tu faisais quelque chose différemment. Ouais. Déjà je trouve qu'il y a plein de super ressources sur Google. Moi, en vrai, quand j'ai commencé à m'informer, j'ai tapé un peu et il y a pas mal de sites aujourd'hui qui expliquent bien les procédures, comment ça se passe, ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Va en parler à ton gynéco. Franchement, c'est quand même les points de contact number one. Demande autour de toi si des gens l'ont fait. Il y a plein de gens qui en parlent pas alors qu'ils le font et qu'en fait, qui vont être ravis de partager ton expérience en one-one. Ouais. Et si ton gynéco, alors moi du coup j'ai eu du bol, la mienne avait les bons contacts, si ton gynéco te dit j'ai 2 ans d'attente, etc., hésite pas à aller prendre des deuxième avis, à changer, à voir, parce que c'est comme dans tout corps de métier, ça marche aussi par réseau, par affiliation, et
tous les gynécos, il y a pas une base de données auxquelles tous les gynécos de France ont accès et qui du coup donnent tous les trucs, ils ont les informations de leur réseau. Ouais. Ça communique pas encore, ça communique volontairement pas encore beaucoup dessus d'un point de vue étatique aussi, parce qu'en fait comme les listes d'attente sont longues, ils veulent pas encore en plus rajouter des gens. Mais c'est un truc qui existe, c'est hyper important de communiquer là-dessus. Donc moi c'est juste franchement informez-vous, et à partir du moment où vous l'avez en doute, de toute façon les listes d'attente sont longues, mettez-vous dans les listes d'attente, vous avez le temps de ça n'engage à rien. Franchement, et moi, si je devais changer un truc dans mon parcours, franchement, je changerais pas grand chose. Peut-être de pharmacie. Super. Merci beaucoup, Dorothée. C'était un vrai plaisir de faire cet épisode avec toi, et je pense que j'ai appris plein de choses, et je suis sûre que les auditeurs, si on a quelques messieurs et surtout nos auditrices, ont aussi appris plein de choses. Si certaines personnes ont des questions, je laisserai ton contact LinkedIn. Ouais, c'est là où je réponds le plus vite. Super. Donc je mettrai ça en descriptif de l'épisode. Ouais. Et puis je pense que tu l'as très bien conclu, mais ce qui est super important, je pense, si ce sujet est un sujet qui vous intéresse ou qui vous trotte un peu dans la tête, c'est de pas hésiter à en parler à votre médecin, de pas hésiter aussi à prendre un deuxième rendez-vous avec un deuxième gynécologue ou une sage-femme pour avoir aussi un deuxième avis. Ça reste des gens qui ont des opinions, et certains gynécologues peuvent aussi parfois être un petit peu fermés au sujet, ou en tout cas pas forcément vous encourager ou vous inciter à le faire, ce qui est pas forcément dans votre intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler à plusieurs professionnels de santé autour de vous pour avoir les bonnes infos et pour éventuellement vous lancer. Parfait. Merci Dorothée, à bientôt. Merci à toi, salut. Ciao. Si vous avez la sensation d'avoir découvert quelque chose de nouveau sur vous-même, votre corps ou votre santé aujourd'hui, je vous encourage vraiment à partager cet épisode avec les femmes qui vous entourent. Votre expérience et vos réflexions pourraient faire toute la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Pensez à vous abonner pour ne pas passer à côté du prochain épisode, et si vous avez envie de donner un coup de boost à ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.